Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. D'abord, j'espère que vous allez bien, que vous supportez bien ce nouveau confinement, que vous prenez bien soin de vous. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vous propose à nouveau un nouveau point lecture cette semaine. D'ailleurs, je voudrais vous remercier de l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo de la semaine dernière, qui était aussi un point lecture. J'ai jamais fait autant de vues sur un point lecture. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de jeter un œil à cette vidéo. Et je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui sont arrivés récemment. Un grand merci à vous. J'espère que cette chaîne, le contenu de cette chaîne continuera à vous plaire. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter mes dernières lectures. Et on va commencer par ma lecture de la semaine numéro 2 du Black November. Alors le thème était de lire un roman ayant la forêt, enfin quelque chose qui évoquait la forêt sur la couverture. Voilà, je ne pouvais pas faire mieux avec celui-ci, hein, avec L'inconnu de la forêt d'Arlan Coben paru aux éditions Belfond Noir. Donc ici, on retrouve on fait la connaissance d'un jeune garçon qui est retrouvé errant dans la forêt. Il est petit, hein, il a 8 ans quand il est retrouvé. On ne sait pas comment il est arrivé dans la forêt, on ne sait pas comment il a survécu, on ne sait pas comment il est arrivé là, on ne connaît rien de son passé. C'est un gamin voilà, qui a appris à parler, hein, comme vous et moi. Visiblement, il est instruit aussi. Et du coup, il est placé en famille d'accueil, il grandit et il fait sa vie dans la petite ville où il a été retrouvé. Et parvenu à l'âge adulte, il a brillé, voilà, il a brillé dans ses études, il a eu des états de service à l'armée absolument fantastiques, et il est à présent enquêteur privé dans une boîte qu'il a créée avec sa sœur adoptive. Et donc du coup, il a aussi développé des liens très forts avec une famille de la petite ville, j'ai oublié le nom, ne me demandez pas, mais donc du coup il est devenu très ami avec un des fils de cette famille. Il a eu beaucoup d'interactions avec la famille. Il est devenu le parrain du fils du fils de David, qui n'est plus, voilà, qui est mort malencontreusement quelques années auparavant, mais il a toujours une relation très très forte avec la mère de David, avec sa femme, et du coup avec son fils, dont il est le parrain. Et un jour, Michael, son filleul, l'alerte, et alerte aussi sa grand-mère, qui est une avocate pénaliste assez réputée dans le pays, comme quoi une de ses camarades de classe a disparu. Il est très inquiet et du coup il demande un peu de l'aide à sa grand-mère et par la force des choses à son parrain également. Du coup ils vont commencer à mener l'enquête, ils vont creuser. Bon, il va s'agir que cette disparition n'en était vraiment peut-être pas une. Donc du coup l'affaire se tasse. Et v'là-t-il pas que 15 jours après, la gamine redisparaît de nouveau. Sauf que là, personne n'était au courant. Et il s'agit là, du coup, pour le coup, d'une véritable disparition. Et quelques jours après, un autre adolescent disparaît. Donc là, ni une ni deux, Wilde, le jeune homme qui avait été retrouvé errant dans la forêt, décide de prendre l'enquête à son compte et d'enquêter sur la disparition de ces deux adolescents. Et parallèlement à ça, Wilde, on suit Wilde un petit peu dans sa vie, dans son quotidien, savoir comment il a grandi, comment il a vécu et comment il arrivait à se construire malgré le traumatisme qu'il a vécu quand il était petit, à savoir de vivre tout seul dans la forêt. On ne sait pas combien de temps il a vécu tout seul dans la forêt, et bon, bien que pour lui vivre comme ça dans la nature, parce qu'il vit dans une maison déplaçable,
J'ai trouvé ça assez intéressant. Il vit avec le minimum syndical et il vit très bien comme ça, avec très très peu d'objets connectés, mais il vit très très bien comme ça. Ça porte quand même à réflexion hein, vis-à-vis de notre société de consommation. Et en fait, ce personnage-là, il est intéressant parce qu'il s'est construit selon le fait qu'il était vraiment seul et sans attache. Et est-ce qu'il souhaite continuer à vivre de la sorte bah, c'est des questions qui se posent. Il va faire un test ADN pour voir s'il n'a pas de la famille. Et il trouve quand même bizarre que personne n'ait déclaré sa disparition quand il était petit. Et en fait, on a un énorme trou noir vis-à-vis du passé de Wade. Et j'ai trouvé ça intéressant. Alors, par contre, le seul bémol que je reproche à ce roman, c'est qu'arrivé à la fin, eh ben, on n'en sait pas plus sur le passé de Wade. On sait toujours pas comment il a atterri dans cette forêt, pourquoi, comment. On ne sait pas. Alors moi, je suis un peu frustrée parce que j'aurais bien aimé en savoir un peu plus sur lui. Alors peut-être que c'est voulu par l'auteur, parce qu'on aura peut-être d'autres romans avec avec ce personnage en tant que personnage récurrent, ce qui serait relativement une bonne idée, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses encore à creuser dans ce personnage. Néanmoins, voilà, c'est quand même du grand Harlan Coben. Hein, voilà, les chapitres sont très courts, c'est addictif, on veut savoir la fin. Alors, à mon sens, c'est peut-être pas son meilleur, parce que j'ai eu plus d'affinité avec d'autres romans de sa plume. Néanmoins, bon, l'inconnu de la forêt reste très bon, mais je vous dis, voilà, il y a quand même certains personnages qui sont restés en surface, donc d'où le personnage et le personnage principal en particulier. Et ça m'a ça m'a un petit peu gêné. Alors, si c'est un one shot, c'est particulièrement gênant. Si c'est le début d'une autre série avec un autre personnage récurrent, ça peut s'expliquer. Donc du coup, l'avenir nous le dira. Néanmoins, alors aussi, le personnage qui m'a le plus fait triper là-dedans, c'est celui de la grand-mère, qui est une avocate pénaliste de renom. Elle a une émission de télévision où elle reçoit un certain nombre d'invités qu'elle met un petit peu sur la sellette. Et je l'ai trouvée d'enfer, quoi. Cette grand-mère, elle a une répartie, elle a une façon de voir les choses, a une façon de traiter aussi avec avec les bons hommes qui est pas banale. Enfin bref, ne serait-ce que pour le personnage de la grand-mère, ce roman vaut le détour. Et bon, voilà, on aborde aussi des thèmes liés à la difficulté de lier contact avec les adolescents, avec le harcèlement scolaire, avec la maltraitance également. Donc c'est un roman où on apprend, enfin, où on découvre plein de choses, où certains personnages sont attachants, mais bon, quant au personnage principal, il reste un gros point d'interrogation, et j'espère sincèrement que c'est le début d'une nouvelle série, mais en tout cas, je vous conseille quand même ce roman qui se lit très bien, c'est du Harlan Coben qui ravira les fans du genre, et je vous conseille la lecture de ce roman. Autre roman que j'ai lu cette semaine, il s'agit de Face Mort de Stéphane Marchand, publié aux éditions Fleuve Noir. Alors, Face Mort, c'est un roman qui allie l'intelligence artificielle et le terrorisme. Je m'explique. Au tout début du roman, on est en Libye, en Syrie, dans un désert, dans un labo clandestin, et on découvre la création d'une arme chimique qui peut tuer selon l'ADN. Je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça peut donner à l'échelle humaine, une arme chimique qui est programmée génétiquement pour tuer. Alors, si vous avez un certain patrimoine génétique, vous passerez au travers. Mais si vous avez un patrimoine génétique qui correspond peu ou prou au programme génétique du virus, eh ben, c'est tant pis pour vous, j'ai envie de dire. Et donc, Face Mort est un algorithme qui a été créé par les services français, les services secrets français, et cet algorithme permet de traiter un volume de données mais colossal en un rien de temps,
Et il y a un jeune lieutenant qui paramètre cet algorithme. Et en paramétrant cet algorithme, du coup, une alerte arrive sur cet algorithme et qui prévient du coup les services secrets français, à savoir la DGSE, qu'il se prépare quelque chose potentiellement dangereux pour le territoire français. Donc ni une ni deux, les autorités font appel à un groupe mené par le lieutenant. Elle est lieutenant ou quoi? Non, elle est capitaine. Elle est capitaine dans les forces spéciales. Ils font appel à Maxime Barelli, qui est spécialiste dans l'élimination des menaces potentielles. Alors, elle est capitaine des forces spéciales. Il faut savoir que ce personnage a fait une énorme connerie. Elle a fait une connerie monumentale, mais au vu de ses états de service, au vu de ses capacités professionnelles, au vu de son sang-froid, eh ben, les autorités ont décidé de fermer les yeux et de la garder dans leur rang, justement pour remplir ces missions un peu particulières d'élimination de menaces potentielles ou avérées, hein, parce que généralement c'est quand même des menaces avérées. Et elle et son groupe parcourent la Terre entière à la poursuite de terroristes et de les éliminer avant qu'ils ne se mettent en ordre de marche et qu'ils n'aient créé plus de destruction et de morts que prévu. Et donc on suit la traque de ces terroristes avant qu'ils ne mettent leurs menaces à exécution, avant que cette arme ne soit utilisée sur le territoire français. Et dans tout ce roman, on va nous expliquer comment, enfin, pas dans le détail, mais comment fonctionne l'armée dans les territoires, la Syrie, la Libye. On parle énormément aussi du rôle de la France et des services secrets français dans la mort du colonel Kadhafi. Donc ça nous renvoie à quelques années en arrière, parce que bon, la mort de Kadhafi, c'est encore, somme toute, assez récent dans l'histoire moderne. Et on apprend quand même que la France a joué un rôle. Alors, vrai ou pas, est-ce que tout est vrai ou pas? On ne sait pas. Est-ce que l'auteur a pris un fait avéré, réel, et a brodé autour? En tout cas, l'auteur a réellement fait des recherches sur le sujet. D'ailleurs, il est quand même grand reporter pour Le Figaro, donc il connaît bien ces histoires de géopolitique, de politique, de secrets, de, de, de grands faits qui se sont passés à la fois au Moyen-Orient et en Afrique. Donc c'est très très intéressant, c'est richement documenté. Et franchement, cette histoire fait froid dans le dos parce que avec un peu d'argent, avec quelques scientifiques un petit peu enrôlés, un petit peu endoctrinés dans la cause des terroristes, eh ben, on peut rapidement arriver à ce genre de choses. Peut-être qu'un jour la réalité rattrapera la fiction, mais franchement, ça fait froid dans le dos parce que au vu de ce qu'on peut voir, de ce que peuvent véhiculer les médias à l'heure actuelle, on est peut-être pas loin de ce genre d'attaque. Et franchement, bah, c'est pas rassurant sur l'avenir. Alors oui, évidemment, vous allez me dire, il n'y a pas idée non plus de lire un truc pareil dans le moment où on vit une pandémie mondiale. Est-ce que tu veux en plus te rajouter de l'anxiété en lisant une menace potentielle d'une arme qui peut potentiellement un jour arriver à être créée? Oui, bon, bah, en même temps, ça change du corona, je vous dis. Ça change, ça change la menace, mais en tout cas, c'est très très bien écrit, c'est très très bien documenté, et le personnage de la capitaine Barelli, franchement, cette nana, elle en a une sacrée paire, hein, parce que elle vit quand même, elle évolue dans un monde d'hommes, hein, et pas les plus délicats, pas les plus ouais, c'est ça, pour les plus délicats, c'est un peu des gros lourdeaux, hein, faut bien le dire. Donc du coup, il faut voir comment elle est obligée de se grimer, de gommer au possible tout ce qui pourrait rappeler sa féminité
pour qu'elle puisse opérer au sein de ces hommes sans se prendre une remarque sexiste dans la tronche. Voilà, elle s'est coupé les cheveux à la garçonne, elle met du gel pour se faire une coupe un peu ébouriffée. Elle met des vêtements avec des épaulettes pour essayer d'avoir une carrure plus clarée, plus masculine. Elle se met des bandes autour de la poitrine pour se comprimer la poitrine, pour éviter que l'on voit trop sa poitrine. Elle va même jusqu'à pousser le vice à se mettre une coque dans le slibard. Enfin, pour faire style qu'elle en a dans le calbut, quoi. Et j'ai trouvé ça, mais hallucinant, ce que les femmes sont obligées de faire pour évoluer dans un monde d'hommes et pour éviter de se prendre des remarques sexistes et de faire leur job, tout simplement. Alors qu'il ne viendrait pas à l'idée de ces messieurs de se laisser aller à la part féminine qui est en eux. Et je trouve ça, enfin, c'est hallucinant ce que cette femme est obligée de faire pour pour faire son boulot. Alors que, voilà, si c'était fait de manière intelligente, voilà, elle est tout aussi capable qu'un homme. Et franchement, elle est capable de faire des choses, elle pourrait rabattre le caquet de certaines personnes. Et on voit aussi les rouages, les rouages des hautes autorités, de ce qui se passe à l'Élysée avec le président, son cabinet ministériel, le ministre des Affaires étrangères, son cabinet, son responsable de la communication. Bref, on voit un petit peu tous les rouages à différents stades de la prise de décision, que ce soit la prise de décision politique, de la prise de décision d'opérations clandestines, d'opérations officielles. Et franchement, c'est très très intéressant. Je vous conseille vraiment ce roman si vous êtes féru de géopolitique, si vous êtes féru de tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Afrique. Franchement, c'est un excellent roman et je vous conseille vraiment la lecture de ce roman. Vous serez dépaysé. Et franchement, si cette intelligence artificielle, si cet algorithme venait à exister un jour, je pense que ça sauverait la vie de nombreuses personnes. Et enfin, pour terminer, dans une note un peu plus légère, j'ai lu Mots croisés de Fanny van der Merch aux éditions City. Donc là, on est dans un roman feel good, un roman un peu plus léger, histoire de faire redescendre un petit peu la pression de la lecture précédente. Donc ici, on va suivre le destin de 4 femmes. 4 destins de générations et d'horizons complètement différents. Donc nous avons Juliette, qui est maman célibataire, elle élève sa fille ado seule. Elle est bibliothécaire et dans son temps personnel, elle a écrit un roman qu'elle a très très peur d'envoyer aux éditeurs, car elle a extrêmement peur de se voir opposer un refus catégorique de son manuscrit. Donc pour le moment, voilà, elle y a mis le point final, elle l'a imprimé, elle l'a sorti, et voilà, c'est sa fierté, c'est son bébé, et voilà, là elle veut le garder, voilà, dans sa bibliothèque, bien en vue, et elle seule saura qu'elle a réussi à écrire un roman. On a également Madeleine, qui a, du haut de ses 82 printemps, n'a pas perdu foi à retrouver l'amour. Elle a perdu son mari il y a quelques années, donc du coup elle est veuve, elle vit seule depuis le décès de son mari, mais elle n'a pas perdu espoir du coup de retrouver l'amour à son grand âge. Et nous avons également Christina qui était à Paris, directrice d'une grande agence de com, et qui du jour au lendemain a quitté son appartement, son compagnon, son boulot pour aller s'installer. Je ne sais plus où d'ailleurs, je crois que c'est en Bretagne, mais je ne suis pas sûre. Enfin bref, elle a quitté Paris et elle a changé complètement de vie. Tout simplement parce que son compagnon a levé la main sur elle une fois, mais ça a été la fois de trop. Elle est partie et elle a tout quitté derrière elle, elle a tout laissé derrière elle, et du coup maintenant elle est caissière dans un supermarché.
et elle fuit, mais complètement, le contact des hommes. Elle ne peut pas se laisser, ne serait-ce que toucher par un homme ou approcher physiquement par un homme. Donc ça peut compliquer un petit peu les relations dans le travail, mais elle n'a pas guéri de sa blessure euh, qui l'a fait quitter Paris. Et enfin, nous avons Béatrice. Alors Béatrice, c'est une jeune femme qui va devenir la colocataire de Christina. Parce que Christina habite dans une maison très grande et comme elle veut un petit peu tromper sa solitude, elle a décidé de louer une des chambres de la maison et c'est donc du coup Béatrice qui va être sa colocataire. Donc du coup, tout ce petit monde évolue. Donc Madeleine, qui est une grande lectrice de romans d'amour, de romances, hein, de romans où il y a des sentiments, fréquente assidûment la médiathèque où Juliette travaille. Et donc, du coup, de fil en aiguille, elles vont se lier d'amitié, d'autant plus que Madeleine va tomber sur le manuscrit de Juliette et le lire. Et du coup, elle va tout faire pour la persuader d'envoyer son manuscrit à des éditeurs. Elles vont beaucoup s'entraider toutes les deux, de même que Christina et Béatrice vont s'entraider. Et en fait, ce qui m'a un petit peu déçue dans ce roman, c'est que je pensais que justement ces quatre femmes allaient se rencontrer et allaient s'entraider mutuellement, mais toutes les quatre. Or, il n'y a qu'une fois où dans le roman on les voit ensemble toutes les quatre dans un même endroit, mais ça reste très furtif. Et encore, elles ne se parlent quasiment pas toutes les quatre en fait. C'est vraiment des binômes en fait. Il faut que j'arrête de dire en fait. Ce sont des binômes qui officient un petit peu chacun dans son coin. Et voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que je pensais sincèrement qu'il allait y avoir plus d'interaction entre les quatre femmes en elles, en elles-mêmes. Néanmoins, bon, les personnages sont très attachants. Juliette est très forte car elle a élevé sa fille toute seule pendant des années. Elle a quand même un rêve, c'était celui d'écrire son roman. Elle l'a fait, elle a été jusqu'au bout. Mais voilà, la reconnaissance ultime, ce serait quand même que celle-ci soit publiée dans une maison d'édition. Madeleine, quant à elle, alors elle en loupe pas une. Elle se met dans des situations, mais on se demande vraiment où est-ce qu'elle va chercher tout ça parce que. Mais voilà, elle m'a beaucoup fait rire. Christina, quant à elle, elle m'a beaucoup touchée parce que c'est une femme qui était très sollicitée, qui avait une vie sociale vraiment pleine et elle avait un bon poste, un bel appartement et tout, mais voilà, du jour au lendemain, tout ce qu'on pouvait considérer comme étant notre bonheur, ce qui faisait notre bonheur, bah, ça peut s'écrouler. Et, et du jour au lendemain, on peut changer. Voilà, du coup, de directrice d'agence de com arriver à caissière, bon, voilà, le grand. Alors, je dénigre absolument pas le métier de caissière, absolument pas, parce que franchement, elles font un travail formidable, d'autant plus dans la période difficile qu'on traverse en ce moment. Mais quand on a eu un travail aussi prenant que celui de Christina avant, et en fait, voilà, elle le dit elle-même d'ailleurs, elle veut plus avoir de responsabilité, elle veut se laisser, voilà, elle veut se laisser porter par le courant, elle veut être tranquille, elle veut qu'on la laisse tranquille, et elle veut vivre sa vie tranquillement, sans demander, enfin, sans gêner personne et sans qu'on vienne lui chercher des poux dans la tête. Et voilà, j'ai bien, voilà, ça se lit très très bien. Je l'ai dévoré en une journée. Franchement, il se lit très très bien. Et mais bon, voilà, c'est pas un coup de cœur. J'ai bien aimé le style de Fanny Van Der Merch. C'est très fluide. Mais voilà, j'aurais peut-être aussi aimé un peu plus de profondeur dans les personnages. Parce que le roman n'est pas très long, il fait 250 pages à peu près. Et je trouve qu'on reste peut-être un petit peu des fois en surface vis-à-vis des personnages. J'aurais aimé un peu plus d'interaction entre les quatre femmes, vraiment. Donc, mais voilà, voilà, ça se lit bien. Voilà, moi, ça m'a bien détendu après ma lecture précédente. Hein,
ça m'a donné un petit peu une bouffée d'air frais, et voilà, c'est tout ce que je demandais, c'est tout ce que je demandais à ce roman. Voilà, si vous avez besoin d'un roman sympa, il peut très bien se lire à Noël, hein. Alors, je vois beaucoup circuler là, sur Booktube et Instagram les comédies de Noël, les romances de Noël, mais franchement, celui-ci, il peut très bien se lire à n'importe quelle époque de l'année, mais sans être une romance, une comédie de Noël, il peut se lire dès à présent. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est quoi cette mèche? Enfin, je l'ai depuis tout à l'heure, mais enfin bon, on croirait que j'ai une antenne parabolique. Bref, passons. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu ces romans et me dire ce que vous en avez pensé. J'adorerais discuter avec vous sur ces romans. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu cette semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air et à laisser plein de commentaires. Je serais ravie de vous lire et d'échanger avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, allez-y, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles lectures, une très belle semaine, prenez bien soin de vous et de vos proches et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.